Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous, même si les circonstances que nous connaissons obligent à renoncer à ce qu'on appelle dans la novlangue maintenant le présentiel. Mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix et on va essayer quand même d'avoir une discussion sur la question qui nous préoccupe. Le sujet, enfin, pour restreindre un peu le propos de mon intervention, c'était d'essayer de réfléchir sur les questions stratégiques à partir de la Commune de Paris. Alors, quelques précisions, disons, liminaires pour aborder la question. Alors, pourquoi tout d'abord centrer sur la question stratégique? Alors là, je crois que la réponse a été donnée depuis un certain temps déjà par notre regretté camarade Daniel Ben Saïd, qui a diagnostiqué le problème, la crise de la perspective révolutionnaire déjà dans le XXe siècle finissant et dans le XXIe commençant quand il écrivait ces lignes, comme une crise de la pensée stratégique de la gauche révolutionnaire. Donc c'est en quelque sorte le nœud où se condensent à la fois les difficultés d'une expérience historique dont nous sommes issus, mais aussi les difficultés de la conjoncture et de la période dans laquelle nous sommes placés. Donc, se placer dans cette perspective stratégique me paraît être une façon tout à fait importante, décisive pour aborder un phénomène qui n'est pas simplement un événement, qui n'est pas simplement de l'ordre de l'histoire, qui est un événement fondateur pour le courant révolutionnaire, pour le mouvement ouvrier qui a toujours considéré la Commune de Paris comme le point de départ de sa longue histoire. Il y a une deuxième raison pour laquelle je crois qu'il faut nous intéresser aujourd'hui à la Commune de Paris. Et si vous voulez, cette deuxième raison, comme souvent c'est le cas, c'est l'adversaire qui nous l'a fourni. Il n'y a pas très longtemps, lors d'un documentaire qui a été diffusé sur le service public, Emmanuel Macron a déclaré à chaque fois que la République a été menacée, elle s'est repliée à Versailles. Chaque fois que la République s'est menacée. La référence était indirecte, mais quand même tout à fait claire à l'épisode de la guerre franco-prussienne et de la Commune de Paris. Et elle nous indique deux choses. Premièrement, que l'adversaire a la mémoire longue, ce qui n'est pas toujours le cas de notre camp, parenthèse, qui a souvent tendance, c'est l'un des, si vous voulez, c'est l'un des symptômes, mais aussi à partir d'un certain moment, ça devient l'une des causes de son affaiblissement, qui a parfois tendance à perdre le fil justement de son histoire. L'adversaire, par contre, la connaît très bien. La République dont se réclame Emmanuel Macron, c'est celle du camp versaillais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit parce que cette République-là a été justement construite, fondée sur le sang des communards, sur un crime de masse sur lequel on pourra revenir, si vous voulez, pendant la discussion, mais qui là aussi a un caractère fondateur de la contre-révolution, de la violence contre-révolutionnaire des classes dominantes. Bien sûr, il y a eu juin 48 en France, mais l'écrasement de la Commune de Paris s'est opéré à une échelle encore plus grande et ses conséquences ont d'ailleurs été beaucoup plus profondes et beaucoup plus lourdes. Donc de notre côté, on sait que les classes dominantes ne reculent devant rien quand elles sentent que le pouvoir est menacé. Elles ne reculent devant aucune violence contre-révolutionnaire. Elles sont même prêtes à pactiser avec un ennemi en termes nationaux, en l'occurrence les Prussiens, plutôt que d'avoir à affronter la classe ouvrière et le peuple de leur propre pays lorsqu'ils se soulèvent et menacent leur pouvoir. Alors, une dernière remarque liminaire concernant la question de la stratégie, et là encore je reprends un propos que Daniel a puissamment développé au cours de ses écrits. Il ne faut pas comprendre cette notion de stratégie d'une façon étroite, c'est-à-dire d'une façon, si vous voulez, instrumentale. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? Eh bien, c'est l'ensemble des moyens ou des outils pour parvenir à notre but. Alors, disons, conquérir
conquérir le pouvoir, opérer une rupture révolutionnaire, avancer vers la société sans classe, la société communiste que nous voulons. Bien sûr, c'est ça aussi, mais plus profondément, réfléchir sur la stratégie n'est pas simplement un moyen de réfléchir sur les moyens, mais aussi sur la finalité de ces moyens et plus précisément sur le rapport entre les moyens et la fin. Alors, dans les quelques éléments de réflexion que je vais donc vous donner à partir de la Commune de Paris et à partir de la réflexion que Marx et Engels ont développée sur la Commune, stimulée par la Commune, vous verrez, je pense, et j'espère pouvoir suggérer ça dans mon exposé, que se trouve à la fois des moyens, que se trouve à la fois une discussion sur les moyens, mais aussi des éléments qui concernent la finalité. Hein. Les deux sont bien sûr dans une sorte de constante interaction qu'on appelle parfois par le terme un peu trop galvaudé peut-être de dialectique. Bon, alors après ces quelques remarques liminaires, j'en viens à mon propos et si vous voulez en deux parties. Là encore, je prendrai comme fil rouge de mon exposé la réflexion de Marx et d'Engels parce qu'elle me semble constituer un fil tout à fait pour nous pertinent, parce que c'est aussi ce que je connais le mieux, mais je vais essayer aussi de la replacer dans un contexte, si vous voulez, plus large, et comme je l'ai fait dans l'ouvrage, Dario vient de le suggérer, de montrer aussi en quoi elles divergent, mais aussi en quoi elles convergent avec d'autres approches et d'autres façons de réfléchir sur cet événement fondateur. Qu'est-ce que la Commune de Paris, donc, pour Marx et Engels? Pas seulement pour Marx et Engels. Hein. Là, il faut dire qu'il y a quand même ce constat, même si la façon dont il est appréhendé et jugé peut varier, il y a quand même un très large accord là-dessus. La Commune de Paris a été la première expérience d'un pouvoir des travailleurs. Et c'est une expérience complètement inédite. C'est une expérience qui a déclenché une onde de choc, un espoir et une fascination, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui luttaient et qui ont depuis lutté pour renverser l'ordre existant. Et bien entendu, ça a été perçu avec inquiétude, avec peur, avec panique, parfois, par les classes dominantes qui ont vu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement profond qui se passait, qui n'allait pas se terminer de sitôt malgré la fin sanglante et l'écrasement de cette expérience. Alors, il faut comprendre ici le caractère inédit de ce phénomène. C'est la première fois, en effet, que le mouvement ouvrier apparaît sur la scène historique comme un acteur qui n'est pas simplement capable d'impulser des grands mouvements revendicatifs, des grèves, des luttes syndicales. Ça, c'était quelque chose qui était déjà acquis, on va dire, quand la Commune éclate, et qui n'est pas non plus simplement une force qui est poussée vers une insurrection, disons, désespérée, ou en tout cas avec peu de chances de réussite, comme ce fut le cas en juin 1848 à Paris, le premier grand conflit de classe qui a opposé d'une façon violente et armée des secteurs du prolétariat parisien au gouvernement bourgeois de la deuxième République. Là, le peuple travailleur s'empare du pouvoir, certes à l'échelle d'une ville, mais pas de n'importe quelle ville. La capitale de la France, pays central dans l'équilibre européen de l'époque, une ville qui, pour reprendre une expression de Walter Benjamin, mais il n'est pas le seul à l'avoir employée, Paris, capitale du 19e siècle, hein, ville emblématique d'une modernité sociale, culturelle, politique, ville des révolutions, ville phare en quelque sorte pour ce 19e siècle. Donc, les travailleurs s'emparent du pouvoir et le tiennent pendant 72 jours. Seulement 72 jours, pourrait-on dire, mais on sait que dans ces cas-là, cette temporalité révolutionnaire est particulièrement dense et ces leçons ont agité et continuent à agiter à la fois les historiens, les militants depuis cette époque. Hein. Petite incise, la bibliographie sur la Commune de Paris, sur ces 72 jours, compte, selon les derniers comptages, plus de 5500 ouvrages.
Donc, ça donne quand même une idée du caractère inépuisable, en quelque sorte, de ce type d'événement. Alors, c'est une réflexion sur ce pouvoir donc de type nouveau et un effort pour réfléchir sur les caractères nouveaux de ce pouvoir qui va animer la réflexion de Marx et d'Engels. Et c'est aussi une réflexion sur la stratégie et les leçons qu'il faut tirer, bien sûr, de cette expérience et de sa durée, mais aussi des raisons de sa défaite et de ce que cette défaite va signifier pour la période historique qui succède à la Commune de Paris. Donc, je vais diviser, si vous voulez, mon exposé dans ces deux parties. Une réflexion sur les caractères nouveaux de ce pouvoir des travailleurs, tel qu'il s'est déployé pendant ces 72 jours, tel que Marx et Engels ont élaboré à partir de lui, et dans un deuxième temps, les réflexions sur la stratégie pour le mouvement ouvrier que Marx et Engels tirent en fait très vite dans les mois, dans les semaines et dans les mois qui suivent la Commune de Paris, au sein du réseau international dont ils sont des figures centrales, l'Association internationale des travailleurs, souvent appelée la première internationale. Alors, en quoi est-ce que ce pouvoir de type nouveau marque les contemporains, marque la réflexion de Marx et d'Engels? Alors, la manière la plus, disons, classique d'aborder la question, notamment parce que quand Lénine se penche sur ces textes de Marx et d'Engels à la veille de la Révolution d'octobre, c'est par là qu'il commence, c'est la réflexion sur l'État. La réflexion sur l'État et le pouvoir. Alors, cette réflexion a été, disons, synthétisée par Marx et Engels dans la préface au manifeste du Parti communiste qu'ils ont écrit à peu près un an, un peu moins d'un an après la Commune, quand justement le manifeste, qui était un écrit, je le précise, très peu diffusé jusqu'à ce moment-là, commence à être diffusé à une très très large échelle et dans plusieurs langues, à commencer par l'Allemagne. Et Marx et Engels disent la chose suivante, et ça indique un changement de leur position. Ils disent, voilà, la Commune de Paris a montré que, contrairement à ce que nous pouvions écrire dans le manifeste, la classe ouvrière, les révolutionnaires, ne peuvent pas s'emparer de la machinerie étatique et l'utiliser à leur propre fin telle qu'elle. Ils doivent la transformer profondément. Et ça, c'est une réflexion, en fait, que Marx a dès le début de la Commune, dans une lettre privée, mais qui après a été publiée à titre posthume, devenue très célèbre à l'un de ses correspondants allemands, Ludwig Kugelmann. Marx dit: les Parisiens sont en train d'essayer de briser l'appareil d'État, de le briser, de le détruire. Dans les textes qui sont apparus publiquement dans la guerre civile en France, dans la préface au manifeste, Marx et Engels, donc, pour certains de ces textes, vont utiliser plutôt le terme de transformation, mais qui implique aussi une part de destruction et de bris. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est en fait plusieurs choses qui marquent une rupture, si vous voulez, entre le type de pouvoir qu'une révolution dirigée par la classe ouvrière, hein, mais qui implique évidemment tout un arc de forces sociales parmi les classes et les groupes opprimés et dominés, imprime. Cela consiste à dire que, premièrement, on ne peut pas utiliser la machinerie étatique telle qu'elle existe dans l'État bourgeois. Il faut en briser certains éléments et transformer profondément les autres. Quels sont les éléments à travers lesquels, pour lesquels c'est de démantèlement et de destruction qu'il faut parler? Eh bien, c'est avant tout les appareils répressifs. Et là, Marx, évidemment, et Engels, évidemment, ils ne sont pas les seuls, vont immédiatement noter que le premier acte, la première décision, le premier décret de la Commune consiste en l'abolition de la conscription, c'est-à-dire l'abolition de l'armée de métier, et son remplacement par le peuple en armes, c'est-à-dire par la garde nationale, qui existait déjà. Hein. La garde nationale se constitue à Paris et dans les grandes villes de France dès le début
de la guerre franco-prussienne. Mais à Paris, pas seulement à Paris, mais particulièrement à Paris, elle s'auto-organise à partir de février, et c'est cela en fait qui va conduire au processus révolutionnaire du 18 mars et de la Commune. Elle s'auto-organise, c'est-à-dire elle élit à tous les niveaux ses officiers et ses propres chefs, sa direction, si on veut, devient le comité central de la garde nationale, qui est donc élu par 1200 bataillons parisiens, impliquant plusieurs centaines de milliers d'hommes en armes. Elle élit ses officiers et ses dirigeants, qui sont révocables, qui sont soumis au contrôle permanent donc des gardes nationaux, donc du peuple parisien en armes. À cela, et donc il faut souligner que la Commune est un pouvoir armé, c'est une révolution armée. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue parce que il y a une image qui me semble particulièrement prégnante actuellement à l'occasion du 150aire que nous célébrons cette année, qui consiste à valoriser, si vous voulez, des éléments qui sont tout à fait présents et tout à fait réels de la Commune, l'aspect festif par exemple, l'aspect d'une forme de spontanéité dans notre organisation populaire. Tout cela est bien sûr exact, mais la Commune n'est pas une grande ZAD, si vous voulez, à l'échelle de Paris. Hein. La Commune, c'est un pouvoir armé. C'est une garde nationale qui compte des centaines de milliers d'hommes en armes. Bon, elle est encerclée par les Prussiens d'un côté, par les Versaillais de l'autre. Il faut qu'elle se batte sur ces fronts. Il y a un caractère militaire de la Commune qui est non seulement extrêmement prégnant, mais en un sens qui est extrêmement dominant. Hein. C'est-à-dire que même le type de politique, si vous voulez, ou d'expérience, de pratique politique que mène la Commune, se fait quand même sous condition de ce caractère et de cette dimension militaire qu'il ne faut pas perdre de vue, même si ce caractère militaire n'est pas celui d'une armée bourgeoise, d'une armée de métier ou même d'une armée de conscrits, mais celui d'un peuple en armes, d'une garde nationale auto-organisée. Donc là, rupture, si vous voulez, et démantèlement des appareils répressifs. On peut étendre ça au fait que la Commune a essayé de réorganiser profondément les forces de police, et évidemment de démanteler l'appareil policier répressif que le régime bonapartiste avait mis en place, avec un réseau de mouchards, de surveillance extrêmement étendu. Et elle a lancé une réforme de la justice avec l'idée d'élire les juges et de les rendre révocables, d'instaurer une justice gratuite. Mais malheureusement, ces réformes de la justice n'ont pas pu, par manque de temps, si vous voulez, se concrétiser matériellement. Donc, des éléments de démantèlement des appareils répressifs, de bouleversement, de rupture radicale avec les appareils répressifs hérités par le régime bonapartiste et par l'État bourgeois d'une façon générale. Transformation profonde du reste. Qu'est-ce que c'est que le reste? Le reste, c'est deux choses, hein, je crois. Je simplifie et schématise inévitablement, mais ça veut dire que la machine bureaucratique de l'État, et c'est ça la spécificité de l'État bourgeois tel que Marx et Engels l'ont analysé, agit comme une instance qui capte et monopolise la décision politique, qui dépossède la population de la capacité d'intervenir, de participer, de gérer, de décider sur ses propres affaires. Eh bien, cet appareil bureaucratique doit être premièrement réduit dans ses fonctions qui sont vraiment nécessaires, c'est-à-dire délesté de tout ce qui peut être fait, si vous voulez, autrement, être géré autrement, directement, par la population, mais il doit être avant tout soumis au contrôle populaire et au contrôle de la population. Et ce qui va intéresser particulièrement Marx et Engels par la suite, c'est le fait que cette exigence est une exigence qui est portée de façon extrêmement forte par le peuple parisien, avant même d'ailleurs la révolution du 18 mars, et expérimentée sous la Commune à proprement parler. Donc l'idée, c'est de soumettre cette machinerie administrative qui continue d'être nécessaire, hein, qui a pu fonctionner pendant la durée du pouvoir communaliste, malgré le sabotage des Versaillais, malgré la fuite d'un nombre de fonctionnaires, mais Paris a continué à fonctionner. Hein, la vie quotidienne, les services publics essentiels ont continué à fonctionner, mais l'idée, c'était de les faire fonctionner autrement, sous le contrôle de la population. Alors,
les idées qui ont été émises n'ont pas toutes, et pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas pu être mises en pratique, mais la volonté était celle d'élire les fonctionnaires, en tout cas les fonctionnaires qui étaient à des postes de responsabilité importants, et de les rendre révocables, et de faire participer la population et les agents aux diverses administrations et aux divers services, si vous voulez, qui pouvaient exister à Paris. Alors, ça a pris des formes comme, concernant les services publics, par exemple, une participation à la Poste, des agents de la Poste dans la gestion des divers services. Il en est de même des industries d'armement qui fonctionnaient en fait déjà sous une régie publique à Paris pour certaines d'entre elles. La commune est allée plus loin dans ses expériences qu'on appellerait aujourd'hui autogestionnaires, avec le décret du 16 avril qui a instauré la réquisition des ateliers abandonnés. Et il y en avait un bon paquet à l'époque, parce que les patrons, et ça c'est un grand classique des révolutions, avaient fui massivement la capitale et abandonné pour une part les ateliers, les manufactures, les fabriques parisiennes. Donc l'idée, c'était d'en faire la recension et de confier leur gestion à des coopératives mises en place par les organisations ouvrières, mises en place par les chambres syndicales qui s'étaient constituées au cours des années précédentes à Paris et qui permettaient déjà au mouvement ouvrier d'avoir une forme structurée et organisée dans la capitale. Donc, transformation, réorganisation, contrôle populaire sous de la machine administrative. Et puis, l'autre aspect de cette transformation des rapports de pouvoir, c'était la volonté de la commune de réduire la distance entre les représentants et les représentés. En gros, de faire des représentants non pas des gens qui, une fois élus, s'autonomisent de la volonté de ceux qui les ont élus, s'accaparent justement le pouvoir de décision, ne rendent pas réellement de compte, rendent impossible une véritable participation populaire à la prise des grandes décisions qui concernent la vie commune, les activités sociales, mais de faire de ces représentants les véritables mandataires du peuple. Ce mot de mandataire est un mot qui revient constamment dans les textes de la commune, dans les revendications des forces politiques et sociales qui se sont impliquées dans cette expérience communaliste. Faire des représentants des mandataires, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, une révocabilité de principe de ces représentants. Ça signifie aussi ce qu'on a appelé le mandat impératif. Et là, il faut éviter, si vous voulez, une incompréhension qu'il y a parfois autour de ce mot. Par mandat impératif, c'était plutôt un principe qui était énoncé. Il n'y avait pas de procédure particulière de mandat impératif. Le conseil de la commune a été élu au suffrage universel, entre guillemets, c'est-à-dire masculin, aux élections du 26 mars à Paris, comme d'habitude, en un sens, comme une assemblée municipale, si vous voulez, même si elle a assumé aussi les fonctions d'un gouvernement révolutionnaire de fait et pas simplement d'un conseil municipal. Mais l'idée, c'était qu'avec la révocabilité et avec l'autre principe, la publicité des discussions et des mandats, qui a commencé à se concrétiser, non pas tout de suite, mais à partir de la mi-avril, les mandats, les représentants, les élus, devaient rendre des comptes et pouvaient être révoqués à tout moment par la population, même si, une fois encore, en réalité, ces procédures n'ont pas été vraiment appliquées sous la commune. Il n'y a eu que 3 séances, en quelque sorte, où les élus ont rendu des comptes à leurs mandants dans 3 arrondissements parisiens. En général, d'ailleurs, dans la plus significative d'entre elles, ça ne s'est pas très bien passé pour les élus de la commune. Alors, ce qui unifie les aspects que je viens de mentionner, et ça, si vous voulez, c'est un aspect tout à fait central, c'est peut-être même l'axe central. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça, parce que c'est quelque chose qui est suggéré par le terme même de commune, par la commune, si vous voulez, en tant que forme politique. Eh bien, tout ça, si vous mettez tous ces aspects bout à bout, vous verrez qu'il y a quelque chose qui les relie entre eux. Et ce quelque chose, c'est la décentralisation profonde du pouvoir.
des institutions de ce nouveau pouvoir. Et finalement, la forme commune, c'était ça, si vous voulez. C'était l'idée, non pas de dissoudre l'unité nationale, Marx et Engels le soulignent, comme le soulignent les textes de la Commune, hein, notamment son texte programmatique le plus représentatif, la déclaration au peuple français du 19 avril. Il s'agit non pas de dissoudre l'unité nationale dans une sorte de lâche réseau ou de communes qui seraient totalement autonomisées entre elles. L'idée, c'est de refonder une république sociale, bien entendu, ce qui était le mot, le terme tout à fait capital pour les communards, la république démocratique et sociale, mais une république qui serait fondée par en bas, et non plus un pouvoir qui serait simplement descendant. Fondé par en bas à travers une très large décentralisation du pouvoir, une autonomie très large accordée à divers niveaux de décision, l'idée que les communes pourraient s'étendre non seulement dans toutes les villes, mais aussi en dehors de ces villes, hein, dans les zones rurales, se fédérer entre elles et reconstituer, si vous voulez, une unité politique par en bas, appuyée sur une souveraineté populaire qui s'exerce à divers niveaux en partant du bas, sans abolir pour autant sur des grands axes, des grandes priorités, des grands services publics, des grandes formes de décision, la nécessité de grandes administrations centrales, hein, pour reprendre les termes de la déclaration du 19 avril. Donc vous voyez que la Commune de Paris va poser un problème qui va ressurgir lors de toutes les expériences révolutionnaires qui vont se succéder. Je dis bien de toutes. On pourra revenir, si vous voulez, pendant la discussion, de la révolution russe de 1917 au Venezuela de la révolution bolivarienne. L'articulation du par en bas et du par en haut, de l'horizontal et du vertical, si vous voulez. En sachant que la tension qui peut exister entre les deux, qui existe d'ailleurs, est une tension inévitable, et c'est néanmoins un problème qui se pose à chaque fois et qu'il faut prendre à bras le corps, qui est irréductible. Les deux dimensions sont irréductibles. C'est une leçon de la Commune et c'est l'un des axes de la réflexion de Marx et d'Engels. Alors, cette réflexion sur le nouveau pouvoir, c'est ce que Marx et Engels vont retenir comme une leçon durable de la Commune. Et c'est quelque chose qui va alimenter leur réflexion sur l'État, sur les institutions, sur le pouvoir révolutionnaire dans des textes ultérieurs. Mais pour des raisons que je ne vais pas développer ici, sur lesquelles on pourra revenir pendant la discussion, ce n'est pas ce qui, dans la période historique qui suit, va être discuté au sein du mouvement ouvrier. En réalité, il faut attendre la révolution russe pour que la réflexion sur l'État reprenne. Et c'est là où le texte de Lénine, L'État et la Révolution, qui a retravaillé l'ensemble, peu s'en faut, des textes de Marx et d'Engels sur l'État, mais avec une focalisation particulière sur la Commune de Paris, c'est à partir de là, en fait, que la question de l'État recommence à être discutée et débattue au sein du mouvement révolutionnaire. C'est quelque chose qui est refoulé pendant le temps de la Deuxième Internationale. Par contre, ce qui va être au centre des discussions, des débats pendant la Deuxième Internationale, et en réalité dès les lendemains de la Commune, c'est les leçons stratégiques dans le sens le plus habituel, si vous voulez, du terme. Les leçons de l'après-commune, en quelque sorte, celles que Marx et Engels vont développer, comme je l'ai dit, dans les semaines et dans les mois qui suivent, au sein de l'Association internationale des travailleurs, et qui par la suite vont ressurgir à une échelle encore plus large dans la Deuxième Internationale qui sera créée en 1889 lors d'un congrès international qui se tient à Paris. Alors, comme pour ne pas être trop long, je vais ici condenser, si vous voulez, au maximum mon propos pour m'en tenir au point essentiel. Quelles sont les leçons stratégiques que Marx et Engels tirent et quel est le débat qui se déroule au sein de l'Internationale au lendemain de la Commune? Vraiment, au lendemain de la Commune, et là, les principaux jalons sont posés par une conférence qui est tenue à Londres de l'Internationale en septembre 1871, donc 3 mois après la fin de la Commune de Paris. Pour Marx et Engels, ce que la Commune doit
indique, c'est la nécessité pour la classe ouvrière, pour les forces sociales dominées, exploitées et opprimées, de s'organiser dans des organisations, des partis politiques autonomes. Et c'est là, si vous voulez, cela implique une transformation profonde de l'international elle-même. L'international qui était un réseau qui regroupait des formes tout à fait hétérogènes, à la fois par leur forme d'organisation et leurs orientations, si vous voulez, politiques, qui regroupaient des syndicats, qui regroupaient des associations, qui regroupaient des sociétés secrètes, qui regroupaient des proto-partis politiques. Bon. Donc, pour eux, il s'agit de transformer l'international en une internationale de partis. Et ça, vous le savez sans doute, ça va entraîner une divergence et une rupture profonde avec le courant des socialistes anti-autoritaires, comme ils s'appellent à l'époque, qui vont par la suite se définir plutôt comme libertaires ou anarchistes pour certains d'entre eux, ou comme par le syndicalisme révolutionnaire encore pour d'autres. En réalité, toutes ces réflexions partagent un point commun. Et je voulais, avant d'en venir aux divergences, il faut quand même voir quel est le noyau, si vous voulez, commun que toutes ces tendances, ces courants révolutionnaires partagent. Et ce qu'ils partagent en commun, c'est cette idée d'une organisation autonome de la classe ouvrière et des classes dominées. Simplement, tous ne la conçoivent pas de la même façon. Les anarchistes vont la concevoir soit pour certains d'entre eux, disons, les anarchistes libertaires ou socialistes anti-autoritaires, sous la forme du syndicalisme révolutionnaire, par exemple. Ça sera la grande affaire, notamment du mouvement ouvrier français au cours des années qui vont suivre et qui va être systématisée par la constitution de la CGT, la charte d'Amiens en 1905, mais toute la réflexion qui précède. C'est-à-dire, l'autonomie de la classe ouvrière, c'est l'autonomie du syndicat. Le syndicat n'est pas simplement un instrument pour conduire la lutte revendicative, syndicale au sens habituel du terme, c'est la cellule de la société future et l'outil qui va permettre d'y arriver par la stratégie de la grève générale. Je ne m'étends pas davantage, on pourra y réfléchir y revenir pendant la discussion. D'autres courants anarchistes combinent, si vous voulez, des formes d'expérimentation à la fois en termes d'action et en termes d'auto-organisation. En termes d'action sous forme de ce qu'on appelle la propagande par le fait, pour certains d'entre eux, ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité au sein du mouvement libertaire ou anarchiste, et par des formes d'auto-organisation, et ça c'est une problématique qui continue de nos jours, qui préoccupe même un certain nombre de gens à l'heure actuelle, mais qui date de cette époque, c'est-à-dire l'idée, si vous voulez, qu'on commence à s'auto-organiser à une échelle locale, là où on peut, dans des sortes d'îlots, d'enclaves, qui annoncent la société future et la préparent. Et il s'agira de mettre en réseau, de fédérer ces diverses formes où déjà le pouvoir se dissout, où déjà des nouvelles pratiques sociales émancipées et émancipatrices peuvent se mettre en place. Alors, par rapport à ça, Marx et Engels vont proposer une autre voie, une voie qui est celle qui consiste à investir le terrain de l'action politique. Et ils le font, si vous voulez, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils tirent une expérience fondamentale de la Commune et du rôle de l'Internationale pendant la Commune. Quand je dis ici l'Internationale, c'est la section parisienne et les sections françaises de l'Internationale plus largement. Cette leçon, d'ailleurs, il la partage avec les autres protagonistes de la Commune qui ont pu échapper au massacre de la Semaine sanglante, qui se réfugient à Londres et qui prennent part à cette conférence de l'Internationale. Pas tous, mais la quasi-totalité. Et cette expérience consiste à dire que ce qui a manqué à l'international pendant la Commune, c'est une capacité de fournir une orientation et une véritable direction politique au cours des choses. Donc, il faut comprendre, si vous voulez, que la section parisienne de l'International a fourni à la Commune l'essentiel de ses cadres. Une bonne partie de ses élus, et même la majorité des élus au Conseil de la Commune, en particulier après les élections partielles de la mi-avril, mais elle était déjà, dès le 26 mars, présente en force. Donc, malgré si vous voulez, sa prépondérance numérique, à aucun moment, la section parisienne de l'International n'a pu fonctionner comme une sorte de centre d'impulsion, de coordination, capable de fournir une orientation
politique au mouvement. Les membres de l'Internationale étaient extrêmement divisés entre eux. Ils se sont notamment frontalement opposés vers la fin, lors de cette fameuse question de la constitution d'un comité du salut public. Faut-il un exécutif centralisé? Oui, mais lequel? Sous quelle forme? Etc. Donc, des clivages très importants sont apparus. Et ce désarroi, si vous voulez, en termes d'organisation, de stratégie dans le sens courant du terme, a certainement pesé très lourd dans une forme de désorganisation, de paralysie et d'inefficacité du pouvoir communaliste sur le plan politique et sur le plan militaire aussi. Hein, il faut ajouter, on pourra y revenir si vous voulez pendant la discussion. Le deuxième point que Marx et Engels comprennent, parce qu'en réalité c'est un processus qui était déjà en cours avant la Commune, mais qui va prendre une ampleur beaucoup plus importante après, c'est que les conditions de la lutte des classes et de la lutte des classes au niveau politique étaient en train de changer profondément en Europe, en tout cas dans certains pays d'Europe comme l'Angleterre, c'était déjà réalisé en partie, ça va s'amplifier par la suite. La France avec la stabilisation d'un régime républicain, quelques autres pays aussi où les régimes parlementaires et représentatifs réussissent à s'instaurer, à se stabiliser, où le suffrage masculin tente à se généraliser, voire à s'universaliser, dans certains cas, s'universaliser encore dans le cadre du suffrage masculin, je précise, pour l'époque, et cela change profondément les conditions de la lutte politique. Donc, l'organisation que Marx et Engels, la constitution de partis, d'organisations autonomes de la classe ouvrière, ne sont pas là simplement pour structurer l'action de la classe au quotidien et en vue de la conquête du pouvoir, ils sont là aussi pour s'investir dans le terrain des institutions représentatives, des institutions parlementaires, des institutions électives qui émergent un peu partout à cette époque. Et Marx et Engels insistent en particulier sur la nécessité d'une présence électorale et d'une activité électorale, et ils vont même aller au-delà. Ils vont dire, dans les pays où précisément ces possibilités existent, donc pas dans les autres, hein, pas dans les régimes, pas dans les pays où il y a encore des régimes autoritaires, absolutistes, des monarchies, c'est-à-dire en réalité la plus grande partie de l'Europe encore à cette époque, mais là où c'est possible, c'est par la voie électorale que ces partis socialistes, ces partis ouvriers peuvent et vont accéder au pouvoir. Et vous le savez sans doute, ils vont être confortés dans cette vision stratégique par les succès électoraux que le parti social-démocrate, mais qui est le parti ouvrier, qui est le parti socialiste, où rapidement les idées de Marx et d'Engels vont devenir la référence centrale, même si elle n'a jamais été exclusive. Donc, les succès électoraux que ce parti va connaître au cours des décennies qui suivent, malgré les lois répressives que Bismarck va voter en Allemagne, précisément pour contenir sa poussée. Donc, pour Marx et Engels, et ça c'est très important, dans ces pays où ces régimes de type nouveau, y compris en France, hein, ils vont saluer comme un acquis important l'instauration et la stabilisation du régime républicain, car il permet justement à l'activité de la classe ouvrière de se déployer librement sur le terrain syndical, sur le terrain politique, sur le terrain électoral. C'est ainsi qu'un gouvernement socialiste peut se former. Alors, ça, si vous voulez, ça a été au centre des débats et des contradictions aussi de la Deuxième Internationale, mais il faut voir ce que Marx et Engels entendent très précisément par là. Oui, là où c'est possible, c'est par la voie électorale que des gouvernements socialistes vont se former. Oui, c'est une rupture à cet égard décisive avec la stratégie insurrectionnelle de la Commune de Paris, laquelle, toutefois, il faut le préciser tout de suite, reste absolument à l'ordre du jour, là où ces possibilités n'existent pas. Est-ce que cela signifie pour autant que tout va se passer par la voie parlementaire électorale? Vous savez qu'assez rapidement, dans la Deuxième Internationale, un courant, on appellera un courant réformiste, va se développer qui va mettre précisément ce point en avant à travers notamment, en se réclamant parfois, pas toujours, de façon sélective de certains textes de Marx et davantage encore d'Engels. Non, parce que ce que Marx et Engels disent immédiatement, et en réalité c'est quelque chose qui est en germe déjà dans la guerre civile en France et dans les textes sur la Commune, c'est que
Ces gouvernements socialistes, même s'ils arrivent par la voie légale, si vous voulez, ou électorale, vont se trouver immédiatement confrontés à la réaction de la classe dominante. Et cette réaction va être inévitablement une réaction violente. Et là, Marx et Engels vont utiliser un terme qu'on trouve déjà dans la guerre civile en France, c'est celui de rébellion esclavagiste. Alors, la rébellion esclavagiste, ça vous paraît peut-être un peu étrange aujourd'hui, mais pour les contemporains, ça faisait sens tout de suite, parce que ça se référait à la guerre de sécession américaine, la guerre de sécession qui a opposé le Sud esclavagiste au Nord. Donc, la rébellion esclavagiste pour Marx, et vous savez que Marx et l'Internationale ont été enthousiastes dans l'organisation du soutien au Nord républicain, et à Abraham Lincoln en particulier. Il y a une lettre vibrante de Marx parlant au nom de l'Internationale, écrivant au nom de l'Internationale à Abraham Lincoln, en saluant justement l'immense espoir émancipateur que représente le combat du Nord contre le Sud esclavagiste. Mais ce qu'ils retiennent, c'est que justement, quand le pouvoir des États esclavagistes du Sud a été menacé, eh bien, ils se sont rebellés contre un gouvernement pourtant légal, constitutionnel, etc. Donc, c'est ça le scénario, si vous voulez, qui, pour eux, va se présenter à chaque fois que, justement, des gouvernements socialistes remettant en cause le pouvoir des classes dominantes parviennent au pouvoir politique ou au pouvoir d'État par la voie électorale. Car gagner les élections et former un gouvernement est une chose, avoir le pouvoir dans la société en est bien évidemment une autre et implique des conflits à une large échelle et des conflits qui peuvent aller jusqu'à la guerre civile. N'oublions pas, la rébellion esclavagiste et la référence que je viens d'évoquer à la guerre de sécession américaine est bien une référence à une guerre civile, mais une guerre civile qui n'oppose pas une insurrection à un pouvoir installé déjà en place, mais un pouvoir constitutionnel et un gouvernement qui est arrivé au pouvoir par une voie établie et qui fait face à la réaction violente des classes dominantes. Et on peut dire à cet égard que Marx et Engels n'ont pas manqué de prescience si on pense un peu par exemple, à ce qui est arrivé en Espagne avec la rébellion franquiste, justement, contre un gouvernement tout à fait légal, de Front populaire. Je crois qu'on puisse penser par ailleurs de la politique de ce gouvernement, ou ce qui est arrivé, bien sûr, au Chili en 1973. Et malheureusement, il est clair que Allende et les forces politiques qui l'ont soutenu n'avaient pas bien assimilé les remarques de Marx et d'Engels et de tant d'autres sur justement la capacité des classes dominantes à aller jusqu'au bout de la violence contre-révolutionnaire. Je vais terminer simplement par une suggestion, ici une remarque extrêmement allusive sur laquelle on pourra revenir si vous voulez pendant la discussion, sur le fait que la Commune de Paris, je l'ai un peu suggéré, mais va permettre à Marx et Engels de développer et d'étendre leur réflexion sur les processus révolutionnaires à l'échelle internationale, d'une façon qu'ils ne le faisaient pas auparavant, car ils se posent la question de comment est-ce que la révolution peut survenir dans les pays qui sont à la périphérie du système capitaliste. Et là, le pays phare pour eux, c'est la Russie. En effet, Marx et Engels vont comprendre que la Russie, si vous voulez, est grosse d'une révolution. Et Marx va voir que dans cette révolution russe, ne faisons pas d'anachronisme, on parle encore des années 1870-80, c'est une révolution dans laquelle c'est la paysannerie qui va jouer le rôle principal. Le capitalisme est juste balbutiant en Russie. C'est la paysannerie, c'est la capacité de la paysannerie à devenir une force révolutionnaire qui va occuper pas mal le champ de la réflexion de Marx et d'Engels au cours des dernières décennies de leur vie. Notamment parce qu'en France, l'une des raisons profondes de l'échec de la Commune, c'est justement la coupure entre Paris et le reste de la France, mais surtout entre les grandes villes et la campagne, la coupure entre la classe ouvrière et les couches urbaines radicalisées et la paysannerie qui a été longtemps en France le frein principal aux tentatives révolutionnaires. On avait déjà vu ça en 1848 et on le reverra à nouveau, quoique sous une forme différente, pendant le temps de la Commune de Paris. Cette question du rôle de la paysannerie dans les processus révolutionnaires va être, vous le savez,
sans doute aussi l'objet d'âpres discussions, mais aussi expérimentations pratiques politiques et stratégies politiques dans le mouvement révolutionnaire tout au long du XXe siècle. Et encore aujourd'hui, je tiens à le signaler, la paysannerie reste une force sociale tout à fait considérable, comme ce qui se passe à l'heure actuelle sous nos yeux, en Inde par exemple, ou dans maints pays d'Amérique latine, je pense par exemple à la Bolivie, peut nous le suggérer. Voilà, je vais m'arrêter ici.